Chapitre 5. La détonation claqua dans sa tête et il s'éveilla en sursaut. Il était allongé à même le sol, sur un carrelage froid qui lui engourdissait le dos. En sueur, il balaya l'endroit où il se trouvait d'un regard circulaire. Les meubles, les tableaux, les vases, chaque objet lui était familier. Une brise tiède entrait par la baie vitrée, soulevant le rideau à motifs qu'il avait acheté à Stanley Market. William était chez lui, dans le salon de la villa de Victoria Peak. Il ignorait comment il avait atterri ici, mais peu importait. Il était sain et sauf. À cette certitude, il ne put retenir un rire. Le rire d'un dément. La douleur lui arracha une grimace. Son oreille gauche l'élançait et bourdonnait. Redoutant le pire, il se leva d'un bond et courut vers le miroir accroché au mur. Une croûte de sang s'étalait de la tempe à l'oreille. Alors tout était vrai. La momie, la foule en furie, le coup de pistolet. Ce salaud n'avait jamais eu l'intention de le tuer. Il voulait juste lui faire peur. La balle l'avait frôlé, la détonation l'avait assourdi. Loin de rassurer William, cette idée lui fichait la trouille. Qui se cachait sous le bandage de la momie? Pourquoi cette mise en scène? Quoi qu'il en fût, la tournure des événements ne lui plaisait guère. S'il ne la désamorçait pas au plus vite, cette bombe à retardement finirait par lui exploser à la figure. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il devait se débarrasser de l'importun. Il monta à l'étage, se hâta de gagner son bureau. Après avoir poussé le classeur métallique dans lequel il rangeait ses carnets de notes et ses manuscrits, il s'accroupit au niveau du coffre-fort encastré dans le mur. Le NIS plus ultra en matière de sécurité, ignifuge, porte en acier, massif de 10 mm, pennes en acier chromé de 26 mm, serrure électronique autorisant 80 millions de combinaisons. Il composa son code secret et la porte se déverrouilla avec un chuintement, dévoilant les contours de sa belle. Elle était toujours là, Dieu merci. Il se concentra sur la momie. Tout portait à croire que ce sale type se déguisait pour ne pas être identifié. Apparemment, il savait que William possédait une machine et pouvait s'en servir pour le détruire. Ses précautions ne le sauvaient pas. « Tu veux jouer ?» dit-il d'un ton agressif. « Alors on va jouer. » En transe, il programma la mort de toutes les personnes ressemblant de près ou de loin à la momie, en Chine et partout ailleurs dans le monde. Tous ceux qui avaient le visage bandé, des lunettes de soleil et un feutre sur la tête étaient concernés. Afin d'être sûr qu'ils périssent dans d'atroces souffrances, il ne lésina pas sur les descriptions: énucléation, éventration, éviscération, décapitation, défenestration, émasculation. Le dernier mot l'amusa. Priver cette ordure de ses attributs, viril avant de le tuer, avait quelque chose de symbolique. Dès qu'il eut fini, il se relut et décida de ratisser encore plus large. Les scientifiques appellent ça le principe de précaution. Il jugea donc prudent d'éliminer systématiquement tous ceux qui voudraient lui nuire ou attenter à sa vie. Ainsi, des milliers de gens allaient mourir. Il sourit. Taper ces horreurs lui avait procuré une joie perverse. Il se leva pour prendre une bouteille de champagne dans le minibar du bureau, s'en servit un peu et but à la disparition de la momie. « Adios, amigo !» Il reposa le verre vide et retourna s'asseoir à côté de la machine. Maintenant qu'il avait recouvré la foi, il allait continuer sur sa lancée. « À ton tour, Cassandra. » Trempée de sueur, Cassandra ouvrit les yeux. Dans un premier temps, elle n'osa pas bouger ni ôter le cache-yeux. Elle avait peur de ce qu'elle allait découvrir. Coupée du monde, elle se concentra sur ses sensations, la mollesse du matelas, le froissement des draps, le battement de son cœur, amplifié par la mousse des boules qui est un cauchemar. Elle avait fait un cauchemar. Une histoire folle, impossible. William Sa à Hong Kong. Des livres qui n'étaient pas imprimés, sauf la première page. Ses rides, sur son visage, la perte de ses cheveux. D'un geste coutumier, elle enleva les bouchons d'oreilles, à moitié rassurée. Fracas lointain de la circulation, voix, bruit de pas. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi n'entendait-elle pas le chant des oiseaux et le frissonnement des arbres? Et d'où provenait cette odeur rance? Elle se redressa et baissa le cache-yeux d'un geste brusque. Ce qu'elle vit lui arracha un cri d'effroi. La pièce était sale comme un trottoir de la ville. Le matelas et les draps dans lesquels elle avait dormi étaient crasseux. À ses côtés, sur l'oreiller, un livre, Bloody Sea. Sur la couverture, le nom de William Sa avait remplacé celui de Jack Malcolm. À peine se fut-elle levée qu'elle chancela, terrifiée.
Son regard alla du lavabo au miroir brisé en deux. Elle pensa à un enlèvement. Ce cinglé de William l'avait droguée et enfermée ici. Au bord de la nausée, elle passa ses mains sur son crâne. Un paquet de cheveux chuta sur le sol. Quelque chose de mou et de froid glissa sur son ventre puis entre ses cuisses. La masse tomba sur la moquette. Une prothèse en silicone. Elle hurla, puis vacilla, se laissant glisser le long de la cloison. Quelque chose de visqueux s'écrasa sur son épaule nue. Une tache rouge, du sang. Au même instant, un serpent tiède dégringola du plafond, jusqu'à venir se figer devant ses yeux hagards. La chose se balançait de droite à gauche. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. On aurait dit... Recroquevillée, la tête dans les épaules, elle osa lever les yeux. Cette fois, elle sombra. Chapitre 6. Immobile devant la fenêtre, une Dunhill au coin des lèvres, Cassandra fixait la rue noire de Monde sans la voir. Dans le reflet de la vitre, elle aperçut de nouvelles rides sur son visage. Ses cheveux s'étaient tellement éclaircis que la peau de son crâne apparaissait par endroits. Que lui arrivait-il? Dans quel enfer s'était-elle réveillée? Elle se retourna et osa y jeter un œil encore. Le cadavre pendu par les pieds. Celui de son amant. Les semelles étaient collées au plafond, comme si ce que fut Jacques marchait à l'envers. L'assassin l'avait ouvert du cou au pubis. Les viscères avaient glissé hors de l'abdomen et s'étaient entassés sur la moquette. Un tas informe que le photographe de l'identité, judiciaire hongkongaise, mitraillait sous tous les angles. Le cœur de Cassandra bondissait dans sa poitrine, chaque fois que l'appareil crépitait et que le flash s'allumait. Pourquoi l'empêchait-on de sortir d'ici? Pourquoi la contraignait-on à assister à cet ignoble spectacle? Autour, des techniciens de la police scientifique butinaient la scène de crime. À la recherche d'indices, masqués et sanglés dans des combinaisons protectrices, souples et silencieux, ils évoquaient des fantômes. Étaient-ils seulement réels? Une voix l'arracha à ses sombres réflexions. « J'ai quelques questions à vous poser, Madame Malcolm. » L'irritation l'emporta sur le désespoir, et elle se tourna vers l'homme qui avait parlé. Dans un anglais scolaire, un type asiatique, âge impossible à définir. Visage vérolé, peau huileuse, dents écartées, regard perçant. Pour compléter ce tableau peu ragoûtant, ses vêtements sentaient mauvais. Une odeur de vase qui donnait la nausée. Il semblait sortir d'un film d'horreur. Freddy Krueger, songea-t-elle avec un frisson. Le dégoût dut se lire sur sa figure, car il fronça les sourcils. « Combien de fois faut-il vous le répéter » s'énerva-t-elle. « Je ne m'appelle pas Malcolm, mais Brandström. » Le flic eut un sourire ironique et compulsa ses notes. « Brandström est votre nom de jeune fille, en effet. Vous le portiez avant d'épouser Jack Malcolm. » Il désigna le corps de l'intéressé, dont les semelles couinaient. « Décollez-moi ça de là, bordel de merde !» Les policiers en civil, qui s'entretenaient dans le coin, s'empressèrent d'obéir. Ils approchèrent une échelle, puis hésitèrent à se lancer, se demandant comment ils allaient procéder. L'inspecteur Cheng revint à la suspecte. « Votre mari est, enfin était, banquier au quartier des affaires. Vous étiez sa secrétaire. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous fichez ici, à Chungking Mansions? Mon mari? Jack et moi ne sommes pas mariés. Et je ne suis pas secrétaire, je suis... » Elle se tut, le temps de se ressaisir. Elle se réveillerait bientôt dans sa villa, et rien de tout cela ne se serait passé. Je suis éditrice. Jack Malcolm est romancier. Ma maison vient de publier son thriller qui fait un carton dans le monde entier. Évidemment, si vous ne vous tenez pas au courant de l'actualité littéraire, vous ne pouvez pas le savoir. Chong s'avança, l'obligeant à reculer. L'odeur de sa peau se mêlait à celle de ses fringues. Elle respira par la bouche pour ne pas vomir. « J'ai mené ma petite enquête. Non seulement la victime et vous, il semble, étiez mariés, mais il semble que vos relations n'étaient pas au beau fixe. » Elle le scruta avec un mélange d'exaspération et d'incrédulité. « Où êtes-vous allé chercher tout cela? Nous avons des dizaines de témoins. » Impossible. L'inspecteur appréciait ce moment, celui où le suspect était prêt à tout pour se tirer d'affaire. Mentir, inventer un subterfuge, simuler une agression et l'état de choc qui en découle. Ou se faire passer pour fou. Cette folle n'avait pas hésité à s'abîmer le visage et à s'arracher des cheveux. Une cliente comme il les aimait.
Il rouvrit son carnet à spirale et relut ses notes. À l'aéroport international de Hong Kong, il y a 8 jours, des touristes vous ont vu vous disputer avec votre époux alors qu'il embarquait. D'après eux, il en est venu aux mains. Il vous aurait malmené à plusieurs reprises. C'est faux. Si vous croyez que je suis coupable, vous perdez votre temps. Il était déjà mort quand je me suis réveillé dans ce taudis. Je sais que ça paraît délirant, mais j'ai été manipulé, Chong l'interrompit. Vous avez remis ça à Stanley Market et sur un bateau de plaisance amarré à Causeway Bay. On a parlé d'insultes, de coups et même de menaces de mort que vous auriez proférées contre votre mari. Vous n'êtes pas très discrète. Ça suffit, s'écria-t-elle à bout. Constatant que les flics et les techniciens aux visages identiques la fixaient, elle se calma. Comment pouvez-vous savoir? Elle dévisageait Cheng avec méfiance. Je le sais, c'est tout, se contenta-t-il de répondre. Allons, vous venez à peine d'arriver. Vous n'avez pas pu avoir le temps de retrouver tous ces gens et de les interroger. Silence du policier qui semblait plus amusé qu'embarrassé par cette remarque. Écoutez, je vous rappelle que c'est moi qui ai prévenu la police, enchaîna-t-elle. J'aurais largement eu le temps d'effacer mes traces et de fuir. Il secoua la tête. Sauf si vous vouliez qu'on vous arrête. Vous êtes fêlé. Certains criminels souhaitent être punis. Remords, culpabilité. Il se tut avant d'ajouter. Holly, elle soupira d'un air écœuré. Vous croyez vraiment que j'aurais eu la force de hisser un homme de cette corpulence et de le coller au plafond par les pieds? Quand on passe à l'acte, on est dans un état second. La décharge d'adrénaline peut transformer un enfant en Hercule. Vous seriez surprise de voir ce qu'une femme plus menue que vous peut faire dans un moment pareil. Pour illustrer ses propos, il montra le cadavre étendu sur le sol et recouvert d'un drap. Les chaussures étaient toujours collées au plafond. Cassandra détourna la tête au bord de la nausée. « Votre mari vous humiliait et vous battait, » poursuivit-il. « La haine s'est accumulée en vous, jusqu'au jour où elle a débordé ici, dans l'enfer de Chungking Mansions. Commença-t-elle à protester. « Hier soir, votre cher époux a recommencé, la coupa-t-il. Une folie meurtrière s'est alors emparée de vous. Vous lui avez planté ce couteau dans le ventre. » Il brandit le sachet en plastique transparent qu'il tenait à la main. À l'intérieur, un couteau de cuisine taché de sang. Et vous l'avez proprement éventré avant de le suspendre au plafond. Et de le regarder se vider de ses entrailles. Vous aviez pris votre revanche. Le monstre ne vous ferait plus jamais de mal. J'ignore d'où vous sortez, inspecteur. Mais le plus fou des deux n'est pas celui qu'on croit. J'exige de parler à mon avocat. Maître Dumont, à Paris. Étant donné que vous avez mené votre petite enquête, je suppose que vous avez ses coordonnées. Le visage du flic se durcit. Un rictus retroussa ses lèvres, dévoilant ses chicots. Sans prévenir, il lui plaqua une main sur la gorge. « Ok, on arrête de jouer. Tu sais comment on me surnomme? Le crampon. Je ne lâche jamais ma proie. » Lorsqu'il approcha sa figure de la sienne, elle sentit son haleine fétide. « Ce n'était pas un homme, mais un animal. Tu te crois où, saloperie? T'es dans mon pays, ici, chez moi. J'ai les pleins pouvoirs. Je peux faire ce que je veux de toi, t'entends ?» Ses doigts se resserrèrent autour de la gorge de Cassandra. Les autres voyaient qu'elle suffoquait, et qu'elle était sur le point de rendre l'âme, mais ils ne réagissaient pas. Cette scène avait quelque chose de surréaliste. L'éditrice se répéta qu'elle faisait un cauchemar, que ces gens n'existaient pas et qu'il lui suffisait de se réveiller pour les chasser de son esprit. La voix de son tortionnaire lui rappela qu'il était bien réel. « On va oublier les politesses et entrer dans le vif du sujet, petite fille. Je n'ai pas de temps à perdre. Mes supérieurs exigent des résultats. Ou tu avoues maintenant, ou je m'occupe de toi. » Il la lâcha enfin et elle se laissa glisser le long du mur, les mains sur la gorge toussant et crachant. « Vous êtes cinglé !» articula-t-elle, après avoir repris sa respiration. « Tout ça, c'est sa faute !» hurla-t-elle d'une voix hystérique. Chon s'accroupit devant elle. Les jointures de ses doigts étaient couvertes de cicatrices. Elles résultaient de coups qu'il avait donnés. Cassandra devina que toutes ses victimes avaient le même profil, des innocents qui refusaient d'avouer un crime qu'ils n'avaient pas commis. Combien de personnes avait-il torturé et tué? Serait-elle la prochaine? La faute à qui? demanda-t-il avec impatience. William, ça, j'ignore comment ce salaud s'y est pris. Mais il a chamboulé nos vies en moins de 24 heures. Il s'assit en tailleur et laissa tomber
avec une douceur inattendue. « Racontez-moi ça. » Cassandra respira et s'exécuta, n'omettant aucun détail. La séance de signature qui avait viré au cauchemar, les livres qui n'étaient pas imprimés, la dédicace de William, sur la page de garde qui laissait entendre qu'il était à l'origine de tout leur malheur. Elle s'abstint de mentionner la chute de cheveux et l'apparition des rides, se contentant de parler de transformation physique. Il a fait ces choses dans l'intention de nous détruire, Jack et moi. De me détruire parce que j'ai refusé de publier son foutu manuscrit. Le flic rejeta la tête en arrière et partit d'un rire sardonique. T'as beaucoup d'imagination. T'aurais pu écrire des romans policiers, toi aussi. William Sa a publié un livre l'année dernière. Bloody Sea, je crois, ou un truc comme ça. Un best-seller mondial qui a fait de lui un homme très riche. Il possède une villa à Victoria Peak, sur les hauteurs. Mes collègues et moi, on a tout juste de quoi louer un 2 pièces en ville. Aucun de nous ne gagnera jamais assez de fric pour s'acheter un tel palace. Il avait prononcé la dernière phrase avec amertume. Cassandra crut déceler la haine de ceux qui avaient de l'argent. « Explique-moi pourquoi William, ça se serait pointé ici afin de coller ce type au plafond ?» reprit-il. Elle chancela. William ne s'était pas contenté de lui faire du mal et de supprimer Jack, il avait modifié le cours des événements. Pire, il les avait modelés en fonction de ses noirs désirs. Cela tenait de la sorcellerie. Ses lèvres remuèrent, mais elle fut incapable de parler. Shaw marqua une pause avant de lui donner le coup de grâce. « Excepté l'existence de William Sa, il n'y a rien de vrai dans ton histoire. Je vais t'apprendre à dire la vérité. » Allez, on l'embarque. Elle se débattit quand les collègues de Cheng l'empoignèrent. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Il est machiavélique. C'est lui qui a tué Jack pour me faire accuser. La porte de la chambre claqua derrière elle. Ses cris résonnèrent dans le couloir. Planté devant la fenêtre, une cigarette éteinte à la main. L'inspecteur jeta un œil sur la rue. Les piétons, les véhicules, les bruits, les odeurs, tout cela polluait la ville. Parfois, il avait l'impression d'être dans une taupinière. Il fallait qu'il en sorte avant de mourir asphyxié. Pour l'heure, il avait un travail à terminer. Avant de classer l'affaire et de passer à autre chose, il torturerait Cassandra Malcolm. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Il lui arrivait de se demander d'où venait ce goût pour la torture. Sûrement pas de ses parents, paysans dans la province de Yunnan. Un technicien en combinaison le rejoignit. On a trouvé ça dans les draps. Shaw prit l'objet puis chassa le type d'un geste de la main. Il exécrait les techniciens de la police scientifique. Ces rats de laboratoire coûtaient une fortune à l'administration et ne servaient pas à grand-chose. Il ouvrit l'exemplaire défraîchi de Bloody Sea, traduit en chinois et dédicacé par l'auteur. Pour Cassandra, fidèle lectrice, ce petit cadeau coloré tombé du ciel. Avec toute mon amitié. La signature, en haut à droite, datait de la veille. Shaw referma le livre d'un air songeur. Qu'est-ce que cela signifiait? Il s'occuperait de Cassandra Malcolm, mais avant, il irait à Victoria Peak. Il avait enfin un prétexte pour retourner. Dans ce coin de paradis interdit, aux gens de la ville. Même la police ne pouvait pas s'y rendre sans une raison valable. Le ciel y était plus bleu qu'ailleurs, et il avait besoin de prendre un bol d'air pur. La résolution de l'enquête primant sur tout le reste, son supérieur ne pourrait l'empêcher d'aller là-haut. Il saisit son téléphone portable et l'appela. Chapitre 7. Situé sur les hauteurs, Victoria Peak dominait l'île de Hong Kong. Un prolongement de la société et de ses inégalités, les pauvres en bas et les riches en haut. Pour les pauvres, la chaleur, le vacarme, la pollution, la promiscuité. Pour les riches, l'air frais, le calme, les pentes verdoyantes, les vallées boisées, l'impression de toucher le ciel et les dieux. Cheng avait déjà eu l'occasion d'enquêter ici. Un taipan, un marchand européen, avait fracassé le crâne de sa maîtresse chinoise. Avec un bronze de l'époque, Ming, l'homme croupissait dans une cellule, les bras et les jambes brisés. Après avoir montré son autorisation à la police d'en haut, en fait une milice privée qui assurait la surveillance et la sécurité du site, il reprit sa marche, passant devant les résidences néoclassiques de la haute société hongkongaise. Coupés de la réalité, les occupants de ces prisons dorées ne descendaient plus jamais en ville. Dans le chaos,
Apercevant la grille en fer forgé de la villa, Marcy, le héros de Bloody Sea, s'appelait. Alan Marcy, le flic accéléra l'allure. Vu d'ici, la baie offrait un spectacle à nul autre pareil, une beauté qu'aucune photo, qu'aucune peinture ne saurait restituer. La rancœur, sa vieille compagne, l'oppressa de nouveau. Sa place était ici parmi les riches, à profiter de la vie. En bas, il s'étiolait au milieu des cloportes. Il inspira d'un air écœuré, puis se dirigea vers le portail. À son approche, 4 Doberman surgirent de derrière un chêne liège du jardin et coururent à petite foulée vers lui. Ils stoppèrent près de la grille et le fixèrent. Mal à l'aise, Cheng hésitait à manifester sa présence quand une voix lança « Eugraja Kentus couché ». Il reporta son regard sur la silhouette accoudée à la balustrade de la terrasse, au premier étage. L'écrivain portait des lunettes de soleil et une casquette, sur le devant de laquelle était brodé le titre de son roman. « Je suis l'inspecteur Cheng. J'aimerais vous parler. C'est important. » William marqua une hésitation, mal à l'aise. Qu'est-ce que l'inspecteur foutait ici? Comment avait-il convaincu la police d'en haut de le laisser passer? À moins d'avoir une autorisation officielle, il était impossible pour quelqu'un d'en bas de fouler le sol de Victoria Peak. Chang eut l'impression d'apercevoir d'autres chiens, masqués en partie par la végétation. Une sculpture trônait dans le jardin. Elle représentait l'écrivain vêtu d'un imperméable et coiffé d'un feutre, comme les détectives privés des films noirs. Décidément, l'humilité n'était pas son fort. Sur le seuil de la porte d'entrée, le maître de séant l'attendait. « Vous êtes vraiment tel que je vous imaginais » fit William. Le policier le dévisagea surpris. « On se connaît ?» On peut dire ça. Intrigué par sa création, William s'écarta pour la laisser passer, la précéda dans le vestibule et la guida au séjour. Baignant dans la lumière du soleil, la pièce était décorée avec beaucoup de goût. L'Asie semblait avoir supplanté l'Occident dans le cœur de William Sa, à croire qu'il était né ici, qu'il était l'un des leurs. Suspendus au plafond, des lampions ornés de symboles porte-bonheur. Au mur, des peintures sur soie et des tableaux à base de feuilles séchées figuraient des scènes de la vie quotidienne dans les provinces chinoises, sur des guéridons, des vases en porcelaine et des lampes laquées de bois bleu et jaune. Le romancier marcha vers les chaises et la table basse, en bambou qui occupait le centre du salon, puis, avec le raffinement et la politesse propres aux Asiatiques, invita Cheng à s'asseoir. Il s'était si bien coulé dans le moule que c'en était troublant. « Je sais que vous souhaiteriez fumer. » Il désigna le cendrier d'ébène sur la table. Chang fronça les sourcils. « Vous semblez savoir beaucoup de choses, monsieur Sa. » L'autre se contenta de sourire. Les deux hommes s'installèrent l'un en face de l'autre. William remarqua que le Chinois le regardait avec insistance. La casquette et les lunettes noires ne cachaient qu'une partie des dégâts. Bien visibles, des couches d'épiderme se décollaient de ses joues et de son nez. La dernière fois que je suis allé à Yalong, j'ai oublié de mettre cette satanée crème solaire, et voilà le résultat, se justifia-t-il. Ça me servira de leçon. S'étendant sur 7 kilomètres, la baie de Yalong jouissait de la plus belle plage de sable blanc du pays. William l'avait créée pour les gens riches, comme lui. Une brigade spéciale de la police d'en haut, composée de snipers, tirait à vue sur les intrus qui s'y aventuraient. Vous disiez que c'était important, enchaîna-t-il pour changer de sujet. Cheng acquiesça. Hier soir, un homme avait été assassiné à Chungking Mansions. Pas étonnant, ce quartier est un vrai coupe-gorge. En quoi ça me concerne? Le suspect, ou plutôt la suspecte, vous accuse d'avoir commis ce crime. Il aurait aimé lui ôter ses lunettes pour voir l'expression de ses yeux à cet instant précis. Rien que ça, s'exclama l'écrivain d'un ton amusé. Je crains que vous n'ayez affaire à une folle, inspecteur. Le flic fit craquer ses doigts couturés. William sourit intérieurement. Le jour où il avait utilisé la machine pour inventer l'inspecteur Linus Cheng, il avait commencé par définir ses traits de caractère, puis avait enchaîné par sa description. Ainsi, Cheng avait le physique et la cruauté de Sato, l'exécuteur du film Black Rain. Petite fantaisie de son créateur, il avait 17 cicatrices sur les jointures. Chacune correspondait à l'une de ses victimes. La 18e serait Cassandra Malcombe. Ça vous arrive de descendre? S'enquit le flic. Je tiens à ma vie. J'envoie le personnel quand il le faut. La ville est sale et dangereuse. Il avait insisté sur la dernière phrase,
sachant que cela agacerait Cheng. En effet, cet état des lieux renvoyait l'inspecteur à sa triste condition et ravivait son ressentiment. Sa frustration et sa colère devaient être à leur paroxysme lorsqu'il torturerait Cassandra. Il fallait que cette salope en bave avant de passer de vie à trépas. « Hier, vous êtes descendu ?» ?»« Je viens de vous répondre. » Silence. « La femme qui vous accuse est une de vos lectrices. On a trouvé un exemplaire dédicacé de Bloody Sea dans sa chambre. William n'avait jamais indiqué la présence de son roman sur la scène de crime. La machine avait-elle eu un raté? Il s'efforça de faire bonne contenance et lâcha. « Ce n'est pas parce qu'elle m'accuse que je suis coupable, non. Pour votre gouverne, je suis traduit en 25 langues. J'ai des millions de lecteurs à travers le monde. Parmi eux, il y a forcément des désaxés, des violeurs, des tueurs. Je ne suis pas responsable de leurs actes. » Le policier fixa les verres fumés des lunettes. Il n'avait pas besoin de voir les yeux de l'écrivain pour savoir qu'il était nerveux. Quoi qu'il en soit, vous lui avez dédicacé votre roman hier. Et le message était plutôt explicite. Il lui tendit une photocopie. William se sentit pâlir. C'était son écriture. Ce cadeau tombé du ciel, monsieur Sa, vous pouvez préciser de quoi il s'agit? William ne voyait qu'une seule explication à tout ça. Quelqu'un avait eu accès aux feuilles dactylographiées qu'il gardait dans son coffre-fort. Quelqu'un qui savait pour Chungking Mansions. Ça ne pouvait être que la momie. Comment avait-elle pu survivre à l'hécatombe programmée par William? Il regarda le flic bien en face. « Je vous le répète, je ne suis pas allé en ville hier, et je n'ai pas dédicacé ce livre. N'importe qui a pu imiter mon écriture et ma signature. » Sans le vouloir, il venait d'ouvrir une porte. L'inspecteur la poussa et entra. « Vous accepterez donc de vous soumettre à une expertise graphologique. » William déglutit. Le personnage qu'il avait créé de toutes pièces était capable de réfléchir et de prendre des initiatives. Il s'efforça de se calmer. Après tout, il n'avait rien à craindre. Il suffisait de taper une nouvelle version de l'histoire pour endormir les soupçons de Cheng. Pour l'heure, il ne devait surtout pas le contrarier. Ce type était incontrôlable. « Si ça vous chante, à condition que nous la fassions ici. Cassandra Malcolm, ce nom vous dit quelque chose ?» William fit semblant de fouiller dans sa mémoire. « Jamais entendu parler. Qui c'est? La suspecte? Et Jack Malcolm? Non plus. » L'écrivain jeta un coup d'œil ostensible sur sa montre. « Je suis désolé, j'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai du travail. Votre prochain livre? Absolument. L'écriture est une maîtresse insatiable, elle n'attend pas. » L'inspecteur posa encore quelques questions, auxquelles il répondit avec brio. À la fin de l'entretien, il quitta sa chaise, rassuré. La présence du livre sur la scène de crime le perturbait, mais cela n'influerait pas sur la suite des événements. Après avoir été torturé par Cheng au commissariat, il avait même ajouté une petite scène de viol. Cassandra serait jugée, condamnée pour le meurtre de Jack et écrouée à la prison de Tianjin, à 200 km à l'est de Pékin, là où croupissaient les criminels les plus dangereux du pays. C'était écrit. Shaw se leva à son tour frustré. Il refréna son envie de fracasser le crâne de William Sa à coups de crosse. Si en bas il faisait la loi, ici il était pieds et poings liés. Pour agir, il lui fallait des éléments plus probants. « Je vous appelle demain. Nous conviendrons d'un rendez-vous pour l'analyse graphologique. » William le reconduisit, s'empressa de lui serrer la main et de refermer la porte. Grâce à Cheng, Cassandra irait en enfer. Mais si par malheur, il revenait à la charge, le romancier se passerait de ses services et se servirait de la machine pour l'expédier sur une île déserte, sans eau ni nourriture, le faire interner dans un asile ou le crucifier au dernier étage du plus haut building de la ville, au choix. Rien ni personne ne pouvait contrecarrer ses plans. Il avait en sa possession l'arme absolue, elle, la machine. Il l'avait utilisée 2 heures plus tôt pour des travaux domestiques, mais elle lui manquait déjà. Ces derniers jours, elle lui avait permis de se livrer aux expériences les plus excitantes de sa vie. Pour s'amuser, il avait mis Bruce Willis à la présidence des États-Unis et Alain Delon à celle de la France. Il avait rétabli la peine de mort. Dans tous les pays où des gouvernements laxistes l'avaient aboli, créé des milices chargées d'éliminer le crime et la délinquance, rayé de la carte les puissances belliqueuses qui menaçaient l'équilibre du monde occidental, comme l'Iran et la Corée du Nord. Pour son plaisir personnel,
Il avait éradiqué la laideur dans les rangs de la gent féminine, partout où il se rendait pour dédicacer ses romans et donner des conférences sur les littératures de l'imaginaire. Il ne croisait que des femmes sublimes, avec lesquelles il était susceptible de coucher. Le plus fun avait été de faire disparaître la tour Eiffel. Une simple phrase et puis il s'en va. Lorsqu'il avait voulu l'installer à Hong Kong, à la place de la Bank of China Tower, dans le district Central and Western, il avait échoué, et pour cause. Maintenant qu'elle n'existait plus, la machine ignorait tout d'elle, de son apparence à son nom. La bonne méthode eût été de d'abord cloner la tour Eiffel ici, à Hong Kong, puis de faire disparaître l'original. Désormais, cette bonne vieille dame de fer n'était plus qu'un souvenir dans l'esprit de William. Ce qui était fait et irréversible. Cette certitude l'angoissait. Si l'inspecteur Cheng s'obstinait à le harceler et s'il ne pouvait pas l'en empêcher, que se passerait-il? Il essaya de ne pas s'inquiéter. Bientôt, comme il l'avait prévu, le flic se laisserait accaparer par le cas Cassandra Malcombe et il l'oublierait. Louis. Il grimpa à l'étage et se précipita dans son bureau. Il ouvrit le coffre-fort, sourit en constatant que les feuilles dactylographiées étaient toujours là. Personne n'y avait touché. Après avoir sorti la machine, il effleura le clavier avec un sourire. Un frisson délicieux le parcourut de la tête aux pieds. « Si seulement tu pouvais parler, mon ami !» Il commença à taper. Augmenter le sadisme et la cruauté de Cheng, changer son physique pour le rendre encore plus répugnant. Donner le plein pouvoir à la police, afin qu'il puisse expérimenter de nouvelles techniques de torture sur Cassandra. Tuer la vieille vendeuse, la seule personne qui était au courant pour la machine, en lui faisant d'avaler des pièces jusqu'à ce qu'elle en dégueule en cascade. À l'instar d'une machine à sous, il tira la feuille du chariot et en engagea une autre, prêt à continuer, mais une voix l'arracha à ses occupations. « Chérie ?» Il sourit. Elle le réclamait. Même s'il avait écrit ce qui allait arriver maintenant, même si les dés étaient pipés, il ressentait une exaltation à nul autre pareille. Contrôler les gens et les événements faisait de lui le maître du monde. Un jour, peut-être, il en aurait marre d'elle, mais pour l'instant. Quand il entra dans la chambre à coucher, une vision de rêve le figea sur place. Allongée sur le lit, enveloppée dans les draps de soie, elle l'attendait. La lueur dans ses yeux l'enflamma tout entier, et il se déshabilla. Nu, il croisa son reflet dans la glace. La desquamation s'était étendue sur tout le corps. Il pensa à un cobra royal en train de changer de peau. La comparaison lui plut. Cette métamorphose, car dans son esprit il s'agissait bien de ça, une métamorphose qui ferait de lui un homme plus beau et plus fort, aurait dû inspirer du dégoût à la jeune femme. Or elle le considérait avec désir. Normal, il avait décidé qu'il en serait ainsi, chaque fois qu'il la rejoindrait pour lui faire l'amour. Mei Li, la petite Philippine qu'il avait aperçue dans ce couloir de Chungking Mansions, n'était plus. Elle était devenue une autre, celle dont il rêvait. Hier encore, technicienne de surface dans une banque de Centrale, elle était entourée de col blanc, qui lui mettait la main au panier chaque fois qu'elle se baissait pour astiquer une plainte ou brancher la prise de l'aspirateur. Aujourd'hui, elle vivait dans une villa de luxe. Elle ne manquait de rien et passait ses journées à se faire belle pour son homme, dont la laideur s'accentuait de jour en jour. Une princesse s'offrant à un lézard. Cette image amusa William. Excité, il se glissa sous les draps et posa les mains sur son corps nu, éprouvant le satiné de sa peau. Elle lui murmura des mots doux à l'oreille, les mots qu'il voulait entendre, ceux qu'il avait écrits quelques heures auparavant. « Viens », dit-elle. Elle écarta les cuisses. Doté d'un sexe démesuré, un cadeau de la machine, William la pénétra. Derrière, la fenêtre donnait sur un ciel gris, sombre. Pendant l'acte, il se dit qu'il l'éclaircirait la prochaine fois qu'il ferait l'amour. Il avait entrepris la reconstruction de cette ville et du monde, dans le seul et unique but de satisfaire tous ses désirs, des plus nobles aux plus vils. Le jour viendrait où tout serait parfait, comme dans un rêve. Son rêve. Il était trop concentré sur son plaisir pour entendre ce que May murmura. « J'aimais bien quand tu avais ton bandage. Et tes lunettes ?» Tout à l'heure. Dans le jardin, Cheng grimaça en ôtant les bouts de peau sur sa paume. Il regrettait d'avoir serré la main de William Ça. L'écrivain pelait à mort. C'était dégoûtant. Son portable sonna. Il s'interrompit à contre-cœur et répondit. «
Un collègue lui apprit qu'il n'y avait aucune explication sur la manière dont Jack Malcolm avait été fixé au plafond de la chambre de Chungking Mansions. Pas de colle, pas de vis ni de clous. Mystère total. Quelque part, Cheng aimait les mystères, car il justifiait l'emploi des grands moyens pour découvrir la vérité. Rien de tel qu'un passage à tabac pour obtenir des aveux. Il allait pouvoir torturer la femme comme il le souhaitait, à son rythme, sans être inquiété par la hiérarchie. De quoi le motiver pour faire des heures supplémentaires? Il se dirigeait vers la grille, étonné de ne pas tomber sur les Doberman lorsque des bruits de succion lui parvinrent, en provenance du fond du jardin. Il revint sur ses pas, contourna la sculpture de l'écrivain et s'immobilisa. Face à lui, un troupeau de chiens formait un cercle. Ils se partageaient des ossements humains. Ils léchaient des fémurs, des côtes, des cubitus. Quand l'un d'eux leva la tête, les yeux fous et la gueule écumante, le Hongkongais rebroussa chemin avant que la meute ne le voie. Il avait eu raison de se fier à son instinct. Le romancier allait devoir expliquer la présence de ces restes dans son jardin. Un excellent prétexte pour l'arrêter et l'emmener en bas, là où il n'aurait plus aucun pouvoir. Avec des gestes exercés, l'inspecteur sortit le pistolet semi-automatique, QSZ 92 de l'étui à sa ceinture, le tint fermement et fit le tour de la villa, à la recherche d'une entrée. Une porte-fenêtre donnait sur le séjour. D'un coup de coude, il cassa un carreau, glissa la main à l'intérieur et tira le verrou. L'arme pointée droit devant lui, il s'avança dans la pièce. Des bruits de vaisselle à sa droite. Il se planta sur le seuil de la cuisine. De dos, vêtu d'une robe de chambre en soie ornée de calligraphie, une femme remplissait une casserole d'eau en fredonnant une chanson de Barbie Hsu, alors qu'elle se retournait pour la déposer sur une plaque électrique de la cuisinière. Elle l'aperçut. Terrifié, May lâcha la casserole qui tomba à ses pieds. À cet instant, William se redressa. Le policier ne l'avait pas vu car il se trouvait derrière le plan de travail. Il s'était baissé pour ramasser un couteau à pain. L'amusement remplaça la stupeur sur le visage de William. Le policier était tel qu'il l'avait décrit lors de son dernier pianotage. Une profonde balafre sur chaque joue, l'œil gauche crevé, des tatouages interdits aux mineurs sur le cou, les avant-bras et les mains. Pose ce couteau, sinon je te trouve le buffet. Avec des gestes lents, l'écrivain s'exécuta. Maintenant tu me suis et je t'emmène en bas. William s'affola. Ce n'était pas prévu au programme. Mais l'autre le coupa avec un sourire pervers. Tu verras, c'est très différent d'ici, l'endroit où je travaille. William connaissait suffisamment Cheng, sa création, pour savoir que sa folie était sans limite. S'il partait avec lui, il n'avait aucune chance d'en réchapper. Cédant à la nervosité, il se gratta le front jusqu'au sang, arrachant une pellicule de peau qui tomba sur le carrelage. Il tenta le tout pour le tout. Je ne peux pas y aller comme ça. Il faut que je me change. Sans attendre l'autorisation, il se dirigea vers l'escalier qui menait à l'étage. Le flic le rattrapa et le retint par le poignet. « Ce n'est pas la peine !» décréta Cheng en affrontant le regard du serpent. Chapitre 8. La salle d'interrogatoire du commissariat de Kowloon empestait le poisson frit et le riz cantonais. Menotté sur une chaise branlante, agressé par les odeurs et le bruit, William s'efforçait de répondre aux questions de Cheng. Au travers la fenêtre en verre dépoli, il apercevait les ombres des piétons qui allaient et venaient sur Salisbury Road. Le jour déclinait, diffusant une lumière crépusculaire dans la pièce. Il avait beau chercher, il ne trouvait aucune explication à ce qui était en train de se produire. Dans son scénario, il n'avait jamais écrit cette séquence ni ces dialogues. De plus, une énigme le lancinait. Dès que les Doberman avaient fini de dévorer les agents de sécurité, il avait pensé à effacer leurs restes avec la machine. Comment expliquer la présence de ces squelettes dans le jardin de la villa? La momie était-elle responsable? Elle lui pourrissait la vie dans le seul et unique but de le détruire. Pour quelle raison? Si seulement son ami était là. La machine, il se tirerait de ce pétrin en un clin d'œil. Chang finit son plat et le menton huilé alluma une cigarette. T'as eu beaucoup de chance dans ta vie. Willy, tu permets que je t'appelle Willy? D'abord, tu gagnes au loto, aux courses, tu te remplis les poches en jouant à la bourse. Ensuite,
Tu publies un premier livre qui devient un succès mondial. Il tira une bouffée de sa clope, puis, sans prévenir, l'écrasa sur l'avant-bras de l'écrivain qui hurla. Un cri qui dut s'entendre dans tout le commissariat. Le pouvoir. Voilà ce qui me fait tenir dans ce trou à rats. J'ai une surprise pour toi. Il se dirigea vers une porte qu'il ouvrit brusquement. Cassandra roula sur le sol, nue, le visage tuméfié, à demi consciente. Malgré ce qu'elle a subi, et crois-moi, elle en a bavé, cette garce s'obstine à nier les faits. Je suis tenté de la croire. Chant rêvin vers le romancier d'une démarche menaçante. Mais toi, mon salaud, je te garantis que tu vas cracher le morceau. D'abord, qui sont les Maccabées enterrés dans ton jardin? William se tordait de douleur. Il parla avec peine, l'écume aux lèvres. Je n'en sais rien. Ils étaient sûrement là avant que j'achète la villa. Chen sourit. Il sortit une autre cigarette du paquet et l'alluma avec un zippo sur lequel ses initiales étaient gravées. William n'avait jamais créé ce briquet. T'étais où hier soir? Chez moi, avec ma compagne, la jeune femme que vous avez... Je sais qui c'est. On a visionné un DVD, un film d'horreur. Après, nous sommes montés nous coucher. Il était minuit, je crois. Demandez-lui, bon sang. Je me ferai un plaisir de l'interroger personnellement, si tu vois ce que je veux dire. William fixa la cigarette avec effroi. Shaw semblait avoir renoncé au petit jeu qui consistait à lui brûler les chairs, pour l'instant. Blottie dans un coin, Cassandra gémissait comme une bête blessée. Dans d'autres circonstances, William s'en serait délecté. Pour l'avoir écrit noir sur blanc, il savait ce que le policier lui avait fait subir, un viol puis une séance de torture. Il savait aussi que plus il clamerait son innocence, plus Cheng s'acharnerait à prouver sa culpabilité. Il l'avait défini ainsi, un être au-dessus de la loi, sans compassion, dominé par ses pulsions sadiques. William n'avait pas 36 solutions. Son salut passait par la machine. Il devait la retrouver. Il se composa un visage défait, l'expression du coupable sur le point d'avouer. « Très bien, c'est moi. Je les ai tous tués. » Tenant la clope entre le pouce et l'index, le flic se rapprocha. « Tu veux bien répéter ?» L'écrivain prit son temps avant de lâcher. « J'ai buté Jack Malcombe. Je l'ai collé au plafond. J'ai également supprimé les gardiens de ma villa. On y arrive. Il y en a d'autres. » Sean le dévisagea d'un air surpris. « Comment ça? Des hommes, des femmes. Je les ai enterrés dans la propriété. Ramenez-moi là-bas et je vous montrerai où ils sont. » Il faisait presque nuit lorsque les deux voitures de la police chinoise s'arrêtèrent devant la villa. Sean, William et un flic en civil sortirent du véhicule de tête. 3 agents en uniforme descendirent de l'autre. Un poids lourd Freightliner stationnait sur le bas-côté. William déverrouilla la grille, entra et chercha les chiens du regard, en vain. Il se tourna vers l'inspecteur qui le talonnait. « Où sont-ils? Où sont mes chiens ?» Sean désigna le camion sur l'accotement. Il suffisait de tendre l'oreille pour entendre les aboiements étouffés des Doberman enfermés dans le semi-remorque. L'unité cynophile s'occupe d'eux. Ne t'inquiète pas, ils sont entre de bonnes mains. Il se tut avant d'ajouter avec une pointe de provocation « Les restaurateurs avec qui je travaille sont des gens clean. » William voulut le traiter d'ordure, mais l'insulte ne franchit pas ses lèvres. Si près du but, il n'allait pas tout gâcher. « Et tu nous indiquais plutôt l'emplacement des tombes ?» s'impatienta Cheng. L'écrivain eut l'expression de celui qui a une envie pressante. « Pas avant d'être allé aux toilettes. » L'inspecteur le jaugea d'un regard perçant. « Où ?» lança-t-il au policier en civil. « Accompagne-le. » William s'étonna qu'il ne l'escorte pas en personne. Depuis son arrestation, les choses allaient de mal en pis. Pour une fois, il entrevoyait la lumière au bout du tunnel. Les 2 hommes marchèrent vers l'entrée de la maison. Le mardi soir, May prenait un cours de danse dans le quartier de Western. Il n'y avait personne. L'écrivain n'aurait pas de meilleure occasion. À peine eurent-ils traversé le vestibule qu'il se saisit d'une statuette en ivoire, posée sur un guéridon, et l'abattit de toutes ses forces sur le crâne du Chinois, qui s'affaissa sans un cri. Le sang gicla du cuir chevelu, aspergeant ses Converse. Sourcils froncés, William observa la statuette ensanglantée. Elle ne lui appartenait pas. Il ne l'avait jamais vue. Paniqué, il monta l'escalier 4 à 4, se précipita dans son bureau et ferma la porte à clé. Il ne disposait que de quelques minutes. En sueur, le cœur sur le point d'exploser. Il se dépêcha d'écarter le classeur du mur, s'agenouilla et tapa son code sur le pavé numérique du coffre-fort.
Des éclats de voix retentirent au rez-de-chaussée. Les flics, ils avaient déjà trouvé le corps inanimé de leur collègue. Ils seraient là d'un instant à l'autre. Vite, vite! Le coffre s'ouvrit. William ne put retenir un cri. À l'intérieur, quelqu'un avait entouré la machine d'un ruban blanc, lui avait mis un chapeau et passé des lunettes de soleil. La momie. William manqua défaillir. Ce n'était pas possible. Avec des gestes pressés, il enleva le ruban, s'empara de la machine à écrire, la mit sur ses cuisses et prit une feuille vierge au fond du coffre. Tandis qu'il l'engageait dans le chariot, on enfonça la porte qui s'ouvrit. Il commençait à taper quand Cheng se rua sur lui et abattit la crosse de son arme sur sa tempe. Les ténèbres l'avalèrent tout entier. Chapitre 9. Le choc du métal contre les gencives. Les dents brisées. Le goût du sang dans la bouche. À peine eut-il levé la tête que le coin de la machine heurta sa mâchoire de plein fouet. Sonné, il tomba de la chaise et roula sur le sol. Après avoir craché du sang et une molaire, il voulut se redresser. En vain. Il ne sentait plus sa jambe droite. L'index et l'annulaire de sa main gauche étaient aux abonnés absents. « Arrêtez, je vous en prie », balbutia-t-il. « Je peux vous... »« Rien à foutre de ton argent, » l'interrompit Cheng. « Je ne parle pas d'argent, je parle de pouvoir. » Au prix d'un effort surhumain, il tourna la tête vers son tortionnaire. Le genre de pouvoir qui ferait de vous l'homme le plus puissant du monde. Mais Anolikana, l'attitude de l'occidental le déconcertait. « Regarde un peu autour de toi. T'es en enfer et pas prêt d'en sortir. » William n'était plus dans la salle d'interrogatoire du commissariat, mais dans une cellule insalubre, éclairée par une ampoule suspendue au plafond. Plusieurs paires d'yeux brasillaient dans l'ombre. Des rats. Ils attendaient que le bourreau ait accompli son œuvre pour sortir de leur cachette et se repaître du cadavre de l'écrivain. L'ironie de la situation n'échappa pas à ce dernier. À moins d'avoir une idée de génie digne de ses romans, il allait mourir ici, dans ce lieu qu'il avait créé et réservé à Cassandra. Face à lui, Cheng sifflotait en balançant la machine à écrire d'avant en arrière, à la façon d'un bélier. Nouveau coup, porté à la tête cette fois. Une douleur térébrante. Il sentit son cerveau bouger. Sa vue se brouilla. Une folie meurtrière s'était emparée du flic. « Tu vas m'expliquer ça ?» Après avoir posé la machine, Chong saisit des feuilles dactylographiées sur une table et les lança en l'air. Elles volèrent dans le cachot. « On les a trouvées dans le coffre, avec la machine. Les trucs que t'as écrits, la plupart se sont produits ici, à Hong Kong. Tu parles de cet accident de la circulation dans le quartier de Kowloon, du gardien de Chungking Mansions, qui s'est brisé la nuque en faisant une mauvaise chute dans l'escalier, de Cassandra Malcolm et de son mari pendu par les pieds. Il s'empara des pages qui restaient et frappa l'écrivain avec. Tu donnes des détails et des horaires précis. Par exemple, l'heure à laquelle Malcolm a été tué. Le légiste nous a donné exactement la même. À moins d'avoir eu accès au dossier criminel, tu ne pouvais pas être au parfum. À ton avis, qui est le mieux placé pour connaître l'heure du meurtre avant tout le monde? L'assassin en personne. J'en déduis que Miss Malcolm et toi, vous êtes complices. Ta couche, où je passe la vitesse supérieure? William ne l'écoutait plus. Tout son être aspirait à communier avec la machine. Le policier l'observa s'épuiser avec un sadisme évident, éloigna l'engin du pied alors qu'il l'atteignait enfin. À bout de force, l'écrivain se cramponna au barreau de la cellule et, avec l'énergie du désespoir, tenta de se remettre debout, sans succès. « T'as supprimé un de mes gars pour accéder à cette putain de machine », reprit le flic. « Pourquoi ?» Il s'accroupit devant sa victime qui respirait avec difficulté. « Allez quoi le truc avec elle ?» Silence de William. « Tu t'obstines à me prendre pour un con. Ok. » Sean s'empara de la machine et la balança contre un mur. Rien, pas même une éraflure. Hors de lui, il recommença, sans résultat. Les yeux injectés de sang, il la leva au-dessus de sa tête, décidé à l'abattre sur le romancier et à en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Son iPhone vibra à sa ceinture. D'un coup d'œil, il identifia le numéro du chef de la crime sur l'écran. Il abaissa la machine. « Je vais devoir te laisser, Willy », déplora-t-il. « J'espère pour toi que tu seras dans de meilleures dispositions à mon retour. Sinon, sur les nerfs, il gagna le lavabo encastré dans le mur.
se lava les mains et les essuya avec un mouchoir en papier. Afin d'être présentable, il enfila son blazer croisé et l'ajusta. Puis il sortit de la geôle avec la machine sous le bras. Dès qu'il eut refermé la porte à clé, il la déposa ostensiblement sur le sol. Comme il s'y attendait, l'autre passa un bras à travers les barreaux pour l'attraper. Ça se jouait là peu de choses, 1 ou 2 centimètres. Le romancier pleura de ne pouvoir l'atteindre. Ce spectacle réjouit Cheng. Après avoir haussé les épaules d'un air méprisant, il disparut dans le couloir. Une grille grinça, puis ce fut le silence. Resté seul, William reporta son attention sur la machine. À peine éclairée par l'ampoule du plafond, elle semblait le narguer. Dans un regain d'espoir, il tenta encore de la toucher, en pure perte. Il injuria Cheng et renonça, vidé. Il fermait les yeux, sur le point de s'abandonner au sommeil, lorsqu'un rat vint le mordre à la jambe. La souffrance lui parut dérisoire en comparaison de celle qu'il avait subie jusqu'ici. Avec des mouvements saccadés, il expédia le rongeur au fond de la pièce. Des ombres se mirent à danser autour de lui. Des chuchotements lugubres résonnèrent. Il plaqua ses mains sur ses oreilles pour ne pas les entendre. Mais plus il appuyait, plus le son augmentait dans sa tête, jusqu'à lui vriller le crâne. À travers le voile de ses larmes, il vit une forme se détacher du plafond et s'étendre sur le sol et les murs, absorbant les autres fantômes. L'ombre de la machine. On aurait dit une mante religieuse géante. Terrifié, il hurla. Assez. Aussitôt les spectres se retirèrent, et le brouhaha cessa. Un bruit familier prit le relais. Le crépitement d'une machine à écrire. Surpris, il tourna la tête vers elle. Les touches s'enfonçaient toutes seules, comme si des mains invisibles pianotaient sur le clavier. Avec une série de cliquetis, le chariot revint à sa place, et la feuille monta de plusieurs centimètres. La machine avait tapé la question qu'il avait posée dans le taudis de Chungking Mansions. « Qui es-tu » La valse des touches reprit, et il put enfin lire la réponse. « Je suis ce que tu fais de moi. » Tandis qu'il fronçait les sourcils dépassés, elle ajouta « Tu aurais pu faire le bien ?» L'interrogatoire musclé de Cheng l'avait considérablement affaibli. Il perdait beaucoup de sang. Son corps n'était plus qu'une plaie. Seule la machine pouvait le sauver. S'il ne réagissait pas, il serait mort dans 10 minutes, peut-être moins. L'instinct de conservation lui insuffla de nouvelles forces. Faisant abstraction de l'épuisement et de son corps détruit, il tendit la main vers elle. À chaque tentative, il gagnait du terrain. Quand l'extrémité de son index effleura la carcasse métallique, il eut un sourire qui ressemblait à une grimace. 2 doigts valides finirent par atteindre le clavier et se refermèrent sur les tiges du bas. Il employa ce qui lui restait d'énergie à rapprocher la machine des barreaux. Incapable de s'asseoir, il s'étendit sur le flanc et l'implora du regard. « Guéris-moi » murmura-t-il. Il commença à taper, s'arrêta pour chercher le G. Il avait oublié que cette foutue lettre n'existait pas. Il repensa à ce que la vieille marchande lui avait dit. Il est toujours possible de remplacer un mot par un autre. « Soigne-moi » laissa-t-il tomber. Lentement, il tapa en lettres majuscules. « Seuil ». Son index stoppa au-dessus de l'emplacement réservé au G. De nouveau, il était dans une impasse. Furieux, il brandit le poing pour frapper la machine. Elle se remit en marche avant qu'il pût le faire. Plusieurs phrases s'inscrivirent sur la feuille avec la rapidité de l'éclair. Éjectée du rouleau, elle vola et atterrit devant lui. Un bruit de pas en provenance du couloir l'empêcha de lire. Inquiet du retour de l'inspecteur, il fouilla l'obscurité du regard, sursauta en entendant quelque chose rouler sur le sol. Semblable à une pièce de monnaie, l'objet apparut à la lueur de l'ampoule, finit sa course contre un barreau et tourna comme une toupie avant de s'immobiliser. Le cœur de William tambourina contre sa poitrine. C'était la lettre G, gravée sur une touche identique à celle du clavier de la machine. Une silhouette s'approchait. William plissa les yeux, ne discerna qu'une ombre. « Lis ce que la machine vient d'écrire » lança une voix masculine. Il s'exécuta, mais incapable de se concentrer, ne parvint qu'à lire une phrase. Semblable à une pièce de monnaie, l'objet apparaît à la lueur de l'ampoule, finit sa course contre un barreau et tourne comme une toupie avant de s'immobiliser. Les larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu ne peux pas guérir » poursuivit la voix. « Une fois qu'on a emprunté cette direction, pas de retour possible. Sans le savoir, nous fixons les règles du jeu.
La machine se base sur nos actes. Si nous choisissons d'être mauvais, elle nous enlaidit, elle nous transforme à l'image du mal que nous faisons. La momie surgit des ténèbres et vint se planter devant la cellule. Elle nous consume. Vous êtes mort, parvint à articuler l'écrivain. Je vous ai tué. Mort dans l'histoire, oui, pas dans la réalité. Qui êtes-vous? L'homme ôta son feutre, faisant voler des papillons de peau. Son visage apparut au fur et à mesure qu'il déroulait le bandage maculé de puces. Il souffrait le martyre, mais l'idée de se dévoiler enfin lui fit oublier la douleur. Il avait tellement pelé que son nez, ses joues et son menton étaient à vif. William assista au spectacle avec un mélange de stupeur et d'épouvante. « Ça y est, tu me remets ?» demanda la momie. William identifia la voix. Même si le visage était ravagé, il reconnut les yeux. « C'est toi ?» Jack Malcolm partit d'un rire sinistre, content de sa prestation et de la réaction de l'écrivain. En personne, William secoua la tête et ferma les yeux, comme s'il voulait chasser les restes d'un cauchemar. Quand il les rouvrit, l'autre était toujours là, sourire aux lèvres. « Je t'ai éventré ?»« Non, le type pendu par les pieds à Chungking Mansions, ce n'était pas moi. Il se ravisa. Enfin, pas vraiment moi. Ne te fous pas de moi, j'ai... » « Oui, je sais, tu as écrit cette scène, » l'interrompit Malcolm. « Tout ce que nous tapons sur cette machine se réalise, c'est un fait. Les flics ont retrouvé ton putain de cadavre dans cette chambre. » William se tut pour cracher du sang. Tout en l'observant avec indifférence, Jack tira un paquet de cigarettes d'une poche de son manteau, en prit une et l'alluma. « L'histoire a commencé il y a 3 mois, ici même, à Hong Kong. Après la sortie de Bloody Sea, raconta-t-il. Un soir, je me suis disputé avec Cassie et j'ai quitté la villa. Cassie, le petit surnom de Cassandra. À moitié ivre, j'ai erré dans la ville avant d'atterrir à Stanley Village. Avec le recul, une force irrésistible m'a guidé là-bas. Je suis passé devant le garage, j'ai vu la machine et la marchande qui lisait le i. Ching, ça te rappelle quelque chose? Glacé d'horreur, William devina la suite. En utilisant la machine, j'ai découvert son pouvoir. Elle suivait mes directives, sans restriction. Rendre Cassie encore plus amoureuse, vendre plus de livres, faire en sorte qu'un studio hollywoodien acquiert les droits de Bloody Sea, donner le cancer à un confrère qui avait plus de succès que moi, provoquer un accident de la route pour me débarrasser de mon ex-femme, j'en passe et des meilleurs. J'ai tout vécu, tout eu dans cette vie de rêve. Malcolm désigna son visage qui partait en lambeaux. Les conséquences, tu les connais, frère de douleur. Il y a un prix à payer. J'ai cessé de me servir de la machine le jour où j'ai compris. Plus on fait appel à elle pour accomplir des horreurs, plus on se dégrade jusqu'à la maladie et la mort. D'après les médecins, je ne suis pas au top. Si je pianote encore une fois sur ce maudit clavier, j'y passe pour de bon. William déglutit. Obnubilé par sa propre réussite et la satisfaction de ses désirs, il n'avait pas su s'arrêter à temps. La transformation est irréversible. Dès que mon corps a commencé à changer, j'ai compris que Cassandra ne voudrait plus de moi. Pour toute chose, elle reste à la surface. Elle est superficielle et obsédée par l'apparence. Elle ne m'aimait pas pour ce que je suis, mais pour mon physique et le plaisir qu'elle en retirait. Un jour, elle m'a fichu dehors. Avec la machine, j'aurais pu la rendre amoureuse du monstre que je suis devenu, comme tu l'as fait avec May Lee. Mais je tenais trop à cette femme pour jouer la comédie. Je n'avais plus qu'une idée en tête, me venger. J'ai créé un clone pour me remplacer. Aux yeux du monde, ce clone était Jack Malcolm. Alors c'est lui qu'on a retrouvé la tête en bas à Chungking Mansions, enchaîna William. Jack saisit une chaise, la retourna et s'assit à califourchon, face à la cellule. Il souffla une bouffée de tabac avant de continuer. Exact, l'éditrice et le clone. Bonheur factice pour couple factice. Je me suis bien amusé. Dès que je me suis lassé d'eux, j'ai décidé de les détruire. William accueillit cette remarque avec un froncement de sourcils. « Et non, tu n'es pas à l'origine de ce qui leur est arrivé, » continua l'autre. « Toi, tu faisais juste partie de l'histoire. Tu es devenu un personnage, le temps de quelques pages. Tu croyais que je n'avais aucune imagination. À présent, tu ne pourras pas nier que j'ai un certain talent. » Il rapprocha la chaise dont les pieds raclèrent le sol. Flashback, comme on dit à la télé et au cinéma. Cassie avait manœuvré pour s'approprier ton manuscrit.
J'allais avoir encore plus de succès. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais toi, pauvre cœur brisé, t'as choisi ce moment pour ramener ta fraise. Tes appels à la maison d'édition et à notre domicile parisien m'ont mis la puce à l'oreille. Tu finirais par nous poser des problèmes. Quand j'ai trouvé la machine, j'ai pu prendre les devants. Tu t'es servi d'elle pour m'attirer à Hong Kong. Tu es entré dans l'histoire à partir de là, en effet. Tout ce que tu as vécu depuis ton arrivée était planifié. Ta venue à la villa, la découverte de la machine, rien n'était laissé au hasard. Lorsque tu as brisé le crâne de ce policier pour fuir, tu n'as pas trouvé ça trop facile. Cette statuette à portée de main s'était téléphonée, non? Tu agissais vraiment, certes, mais comme agit un personnage de roman, au gré de l'auteur. Malcolm se baissa pour ramasser la lettre G. J'avais tout calculé, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que tu aies besoin de cette lettre. L'histoire s'est déroulée sans anicroche, de A à Z si je puis m'exprimer ainsi. William eut un flash, la momie en train de lui dire qu'elle était le maître du jeu dans cette ruelle du quartier de Central. Depuis le début, il était une marionnette dont Jack tirait les fils. Il voulut pousser un hurlement de rage, mais n'en eut pas la force. Malcolm décida de lui donner le coup de grâce. Je me suis rendu à la villa pendant ton absence que j'avais programmée. Mélie s'est montrée à la hauteur. Un sacré coup, cette fille, tu as dû t'éclater. Tu avais baisé Cassandra, je me suis dit que c'était de bonne guerre. William haletait hors de lui. Assez parlé du passé. Évoquons le futur. Jack écarta un pan de son manteau, sortit des feuilles pliées en deux de la poche intérieure et les lui montra. La fin de l'histoire se trouve dans ces pages. Je les ai tapées le matin où j'ai renoncé à la machine. Ça n'a pas été facile de tirer un trait sur elle. J'ai bien cherché à m'en débarrasser une dizaine de fois. Je l'ai brûlée, balancée à la flotte, je l'ai plongée dans un bain d'acide, placée sur la voie ferrée au passage du train Hong Kong-Pékin, je l'ai même expédiée au fin fond de la forêt amazonienne. Chaque matin, au réveil, elle était là, près de moi. On ne peut pas se séparer d'elle ni la détruire. Elle décide de tout, y compris du moment où elle nous quitte pour un autre partenaire. D'ici là, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Il sourit. Bref, une mort atroce t'attend. Je ne te dirai pas laquelle, suspense oblige. Par terre, William agonisait. Et Cassandra? Il va lui arriver ce que tu as prévu pour elle, enfin, ce que nous avons prévu. J'ai juste précisé qu'elle vieillirait dans son cachot et qu'elle y serait violée par son geôlier 2 fois par jour. Je ne veux pas qu'elle meure trop vite, ce serait frustrant. Il faut que cette chienne en bave. Jack soupira. Quant à moi, je suis mort dans ce monde. Par conséquent, je ne peux plus être Jack Malcolm, ni occuper la villa de Victoria Peak. Alors je me suis inventé une autre vie, une autre identité ailleurs. Bientôt, je m'appellerai Paul Jeffrey Stone, j'habiterai un chalet dans le Maine. Là-bas, j'écrirai des thrillers et des romans fantastiques. Mais pour que tout cela soit effectif, il faut que je me trouve un remplaçant, quelqu'un qui convienne à la machine. William avait craché tellement de sang qu'une flaque s'était formée autour de lui. Il tenta de se redresser, glissa sur la nappe visqueuse et s'étala. Lorsque son nez se fracassa sur le béton, il poussa un cri déchirant. La figure couverte de sang et de poussière. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Il est temps de se dire adieu, mon ami », conclut Malcolm en marchant dans le couloir. Il s'arrêta, puis revint sur ses pas. « J'allais oublier ». Il poussa la machine vers William. Elle n'a jamais été rien d'autre qu'une simple machine à écrire. Il n'en existe qu'une seule capable de contrôler les choses et les gens, et c'est moi qui la possède. À peine eut-il tourné les talons que des yeux rougeoyèrent dans la pénombre de la cellule. Les rats apparurent dans le halo de l'ampoule et s'avancèrent vers le prisonnier. Leurs queues fouettèrent à l'air vicié. Leurs poils sales, maculés de boue et d'excréments, se hérissèrent. Ils jaugèrent leur proie, qui s'acharnait sur les touches d'un gros objet bruyant. Comprenant qu'elle ne représentait plus aucun danger, ils fondirent sur elle. Chapitre 10. En passant devant le garage de Stanley Village, Sharon stoppa net, hypnotisée par la vieille machine à écrire qui trônait sur un scriban. À peine éclairée par le soleil, elle n'aurait suscité aucun intérêt chez un autre enfant. Là où Sharon habitait, à Hartford, dans le Connecticut,
Lire et écrire occupaient tout son temps libre. À 10 ans, elle avait la plume facile. Elle rédigeait des poèmes et des nouvelles, mais par-dessus tout, elle préférait tenir son journal au quotidien. Elle couchait ses joies, ses peines, ses espoirs et ses rêves sur le papier. Elle racontait ce qui se passait à l'école. Elle parlait de ses copines. Elle s'adressait à ses parents. Elle leur disait ce qu'elle avait sur le cœur. Des choses parfois terribles qui les blesseraient, voire qui leur feraient peur. Combien de fois avait-elle souhaité leur mort? Après avoir été punie pour une mauvaise note, combien de fois avait-elle fermé les yeux et espéré que maman chute dans l'escalier? Comme tous les gosses de son âge, elle les aimait et les haïssait à la fois. En ce moment, elle en voulait surtout à papa. Il espérait qu'après ses études, elle reprendrait sa compagnie d'assurance à Greater Hartford. Hors de question. Personne ne l'empêcherait de réaliser son rêve. Quand elle serait grande, elle serait écrivain. Elle tira sur la manche du blouson de son père et lui montra le garage. « Je veux y aller !» Bradley Road jeta un œil sur sa montre. Avec sa femme, Cecilia, ils avaient prévu de déjeuner dans un restaurant de Stanley Main Road, puis de se rendre à Stanley Main Beach. Au programme, baignade et bain de soleil. 5 minutes, alors? La gamine approuva avec un sourire et entra en courant. Une fois à l'intérieur, elle s'arrêta, pas rassurée. Il faisait froid et sombre. Transie, elle se frotta les épaules. Partout, des piles de livres. Il y en avait des centaines qui zigzaguaient entre les objets d'art. Les couvertures lui rappelaient ses pires cauchemars. Des vampires suçaient le sang des femmes. Des aliens débarquaient sur la Terre et massacraient les gens à coups de laser. Des savants fous se livraient à des expériences sur des cobayes humains. Des enfants tentaient d'échapper à des monstres surgis de l'enfer, les yeux écarquillés de terreur. Partout, la mort. Le mal à l'état pur. Un lieu de ténèbres qui glaçait jusqu'à la moelle. La machine se trouvait derrière le vieux monsieur assis à une table. Il avait beau porter un chapeau mou et des lunettes noires, Sharon voyait bien qu'il était défiguré. Que lui était-il arrivé? Un stylo plume à la main, il écrivait sur la feuille posée devant lui. Des manuscrits s'empilaient sur le sol, des dizaines d'histoires qui, à l'évidence, n'avaient pas été publiées. Elle eut envie de lui demander s'il en était l'auteur, mais se ravisa mal à l'aise. Ses parents la rejoignirent. Le marchand ne les calcula même pas. La vue de son visage ravagé leur arracha une grimace. « Bonjour !» balbutia Bradley en anglais, pour se donner une contenance. « Votre boutique est sympa. Ça fait longtemps que vous êtes ici. » Après avoir remis le bouchon du stylo, l'autre leva les yeux sur le couple. « Vous n'étiez pas encore né que j'étais déjà là, » répondit-il d'un ton fataliste. Sharon en profita pour s'esquiver et s'approcher de la machine. Un rayon de soleil tombait sur son clavier en forme de bouche. Elle souriait, la fillette l'aurait juré. Une feuille était engagée dans le rouleau sur laquelle était tapé « Amios, je suis à toi ». La petite caressa la carcasse métallique et lança « Maman, papa, venez voir ». Ils vinrent à sa rencontre, regardèrent ce qu'elle leur montrait du doigt. « J'aimerais la voir », dit-elle en sautillant d'excitation. « Enfin, ma puce, c'est une vieille machine », râla Bradley. « En plus, elle doit peser des tonnes. »« Et elle ne rentrera jamais dans la valise », renchérit Cecilia. Bradley s'accroupit devant sa fille. « Sois raisonnable, ma chérie. On a prévu de t'offrir un ordinateur portable pour ton anniversaire. » Sharon se blottit contre son père. « S'il te plaît, papa, j'en ai très envie. » Attendri, Bradley fixa sa femme qui finit par acquiescer. Il soupira en signe de capitulation et pivota vers le marchand. Ce dernier s'était remis à écrire, indifférent à la scène qui se jouait dans ses murs. « Combien, la machine ?» demanda Bradley. Sans lever la tête, Jack Malcolm sourit et lâcha d'une voix suffisamment forte pour être entendue. « $50 !» Sa vieille compagne avait enfin choisi son prochain partenaire. Fou de joie, il se retint de pleurer. Lorsqu'il s'était installé dans le garage, il avait prévu d'y rester 8 jours. Il pensait trouver son remplaçant durant ce laps de temps. Il s'était trompé. Les semaines s'étaient transformées en mois, les mois en années. Sur sa figure, les rides s'étaient ajoutées aux stigmates laissés par la maladie. Il attendit de se ressaisir pour quitter son fauteuil en cuir et se diriger vers les Road. Il entama la négociation, cette pure formalité avant la liberté. Tandis que son père et le vieux monsieur convenaient d'un prix,
Sharon reporta son attention sur la machine. Avec sa nouvelle amie, elle imaginerait le monde dans lequel elle aimerait vivre. Un monde sans parents, peuplé d'enfants qui feraient tout ce qu'ils voudraient. Absolument tout. De retour à la maison, elle jetterait sur le papier les bases de ce nouveau monde.